Ah, oui, d'accord. Oui, ils sont deux personnes. Asseyez-vous, je vous en prie. Maintenant, on va avoir la présentation de nos grands. C'est quoi le thème ce soir? La personne reconnue. On s'assoit. Qu'on peut accueillir Laurent pour sa présentation? Oui. Un applaudissement. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie. C'est le parole donnée numéro 111 ce soir. Merci à tous ceux qui viennent pour la première fois ici. Donc, c'est tous les mercredis, nous avons ce programme. Nous avons ouvert notre local il y a 2 ans. Hein. Et donc, ce mois-ci, nous sommes sur le thème de la reconnaissance. Alors, peut-être que vous n'êtes pas très au courant de tous les travaux sur la reconnaissance. C'est un thème qui fait publier pas mal de livres, qui est l'objet de pas mal de colloques. Et en fait, ça part de l'idée que l'être humain ne se réalise pas seul, mais essentiellement dans son interaction avec autrui. Hein, que notre valeur dépend beaucoup des liens que l'on a avec les autres. Jean-Jacques Rousseau a beaucoup attiré l'attention sur la notion de considération, en disant notamment « Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même ». Bon, pendant des siècles, les individus ne cherchaient pas spécialement à être reconnus. Et il y a encore des pays aujourd'hui où il n'est pas bon de se faire remarquer. Au contraire, on fait tout pour se fondre dans le groupe. Mais en Occident, être reconnu individuellement, c'est quelque chose de très important. Adam Smith, l'auteur de La richesse des nations, parlait de la soif de reconnaissance comme le moteur de la réussite. Et c'est Hegel qui a lancé le thème de la lutte pour la reconnaissance, qui inspire tous les travaux actuels sur la reconnaissance. À mon avis, à tort d'ailleurs, parce que cette notion de lutte, à mon avis, peut beaucoup induire en erreur. Alors, voici, si vous vous intéressez à ce thème, Sciences Humaines avait consacré tout un dossier à ce sujet. Il y avait un colloque à Kenitra en 2004. Et le grand spécialiste contemporain de cette notion est un Allemand qui s'appelle Axel Honneth. Il est très reconnu comme une autorité sur ce thème. Alors, la reconnaissance aussi, c'est un thème qui est vraiment souvent d'actualité. Il y a énormément d'émissions comme la Nouvelle Star, par exemple, ou des choses comme ça. Et aussi tout ce qui valorise la notion d'exploit. Hein, même les émissions comme Koh-Lanta ou des choses comme ça. On cherche à reconnaître le meilleur dans un groupe. Vous avez d'ailleurs beaucoup d'émissions cruelles qui consistent à éliminer au fur et à mesure. Et donc là, ici, c'est une forme de lutte pour la reconnaissance. Il s'agit d'abattre les adversaires et de vraiment devenir le meilleur. Les autres sont éliminés. Oui? Je peux juste vous dire un truc. Je vous en prie. Jusqu'à maintenant, je viens d'arriver. Jusqu'à maintenant, pour moi, vous dites pas des bêtises dans le sens où j'ai du respect pour vous, il n'y a pas de souci. Oui. Je peux juste appuyer sur un truc. Je vous en prie. L'homme se démarque d'un truc. C'est qu'il veut créer son paradis. Oui. Ici, maintenant et tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Paradis que ce maintenant. soit un japonais, un chinois, un italien, il a envie de créer son bonheur maintenant tout de suite. Et en gros, inconsciemment, il sait que son enfer sera le jour de sa mort. Donc ça s'arrêtera quoi. Que sa vie s'arrêtera. Oui. Donc il y a des gens, chrétiens ou juifs ou musulmans, qui vont vous dire il vaut mieux faire de bonnes choses ici et de mourir en Oui. homme. Ce sera respectable quoi. Je vais parler de cet aspect-là. Il y a des scientifiques qui ont trouvé la vie Non, après la mort. Je vais y faire allusion à la fin. Je n'oublierai pas votre parole. D'accord. C'est comment votre prénom? Jérémy, parce que ça titille depuis tout à l'heure, vous parlez. Ah, ça titille, justement, j'y fais allusion à la fin. Ok. Alors, aussi, un autre point dont vous êtes certainement familier en suivant l'actualité, c'est toutes les minorités qui luttent énormément pour trouver leur place. D'une part, il y a des gens qui essayent de sortir du lot, de se démarquer de la foule, et il y a au contraire des gens qui voudraient bien rejoindre la foule, parce qu'ils se sentent en marge, et ils se sentent exclus,
Ils se sentent victimes et eux, ils font tout pour être intégrés dans la masse. Donc il y a tout le problème en particulier des victimes. L'année dernière, on avait fait une série sur le thème de la réparation et on avait beaucoup parlé justement de la victimologie. C'est une science moderne qui étudie justement comment réhabiliter les victimes. Parce que finalement, beaucoup de gens sont très affectés par la vie, ont toutes sortes de handicaps, en souffrent et essayent bien sûr d'être reconnus comme des personnes tout à fait normales. Alors, ce soir, on va voir un aspect de la reconnaissance qui touche à notre vie quotidienne. Est-ce que finalement, nous pensons un jour avoir fait nos preuves dans notre domaine, mais surtout avoir cultivé des qualités humaines qui sont vraiment louables. Ça nous plairait qu'un jour les gens disent vraiment tu es quelqu'un de bien. Pas simplement parce qu'on a des compétences, un savoir-faire, mais que finalement beaucoup de gens soient... Ça va? Alors la question c'est de savoir quel nom donner à ces qualités. Parce que tout le monde souhaite être reconnu, et en réalité, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. On n'a pas toujours les bonnes motivations, on ne sait pas toujours ce qu'on doit mettre en valeur. On n'a pas toujours les bons modèles qui vont nous aiguiller dans la bonne direction. Aussi, les méthodes ne sont pas toujours les bonnes. Récemment, il y a eu une élection en France. Donc, un des candidats a été reconnu au suffrage universel, mais il y a tout un examen de personnalité avant. Donc les gens sont énormément testés, ça peut vous paraître très cruel, c'est très excessif même, mais c'est parce que les gens aussi veulent savoir ce qu'il a dans le ventre. Si c'est une personne, mettons, qui a des bonnes idées, il parle bien, mais on voit qu'il n'a pas de cran, il ne sera pas un leader, bon, ça n'inspire pas confiance. Ah non, il a Oui, pas de cran. oui. Donc cette cruauté apparente fait partie du jeu. Aux États-Unis, c'est encore pire. Si vous suivez les joutes électorales aux États-Unis, voilà. Et donc, c'est parce que aux États-Unis, c'est pas seulement le programme qui compte, mais c'est la capacité de leadership. Donc, ils font tout pour déstabiliser la personne, pour lui mettre des pots de banane. Et c'est pas forcément par cruauté, c'est pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Vous avez vu, par exemple, les entraînements des Marines aux États-Unis, comment ils crient sur la personne. Bon, c'est pour voir si la personne est capable de résister aussi. Alors ce soir, on va s'interroger sur qui est reconnu et par qui, mais aussi dans un cadre plus vaste. Pourquoi voulons-nous reconnaître et être reconnus? Par quoi est-ce qu'on est reconnu? On dit parfois qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est reconnu en nous? Comment se fait la reconnaissance? Où est-on reconnu? Les espaces de la reconnaissance et quand est-ce qu'elle vient? Alors, pourquoi voulons-nous être reconnus? Justement, toutes les théories de la lutte contre... Oui? Franchement, je ne veux pas être... je veux pas vous déranger. Vous me dites si je vous dérange. Je veux Pas du tout, pas du tout. Franchement, à cette heure-ci, vous voyez, on est une vingtaine là. Voilà. Vous savez ce qu'on représente réellement? Pas encore. Non, je Pas vais vous dire encore. ce qu'on représente réellement. Oui. Vous venez d'en parler là. On n'est rien du tout. On est une valeur marchande. On est dans la bourse en fait. Et malgré le fait qu'on soit rien, on a envie d'exister de toutes les manières possibles et imaginables. Un timide, un pas timide, vous voyez ce que je veux dire? Tu t'y crois tout. Sur internet. Voilà. En gros, voilà. Le fait que l'internet soit développé, on va pas parler d'internet, mais bon, je rebondis sur ce qu'il a dit. Le fait qu'il y ait internet, le fait que les filles de 12 ans mettent du vernis, le fait que ceci, que cela, que là, veulent, en fait, on arrive tellement dans la déchéance maintenant, tout de suite là, quand je vous parle, je suis né en 87. 87, c'était la belle vie de la France. Pour moi, après, qui même me suivent, on va dire. Mais maintenant, à partir de 2000, c'est fini. C'est-à-dire qu'on arrive dans un moment où les riches et les pas riches vont être de plus en plus séparés. Même ceux qui gagnent 2000 € par mois n'arrivent même pas à se loger maintenant. Alors je ne dis même pas dans 10 ans. J'en ai 25. Vous voyez ce que je veux dire? Dans 10 ans, je serai encore en vie. Je touche du bois. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Que tu sois avocat. Alors, je comprends que vous ayez ces questions. On verra que justement, dans toute époque, aucune époque n'a été meilleure que les autres. Dans toutes les époques, on a de la valeur ajoutée. Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, les valeurs dites Les marchandes CGR, protéger les- occultent d'autres choses. Mais ce n'est pas... Dans toute époque, des personnes peuvent être reconnues, quelles que soient les difficultés.
savez, vous-même, vous allez être reconnu. vous savez ce qui différencie les seigneurs des gueux, pour être un peu cru? Vous savez ce que c'est? Non, vous allez me le dire. C'est ça. Celui qui est plus malin, il a beau être toute maigrelet ou faire 1m93, ça changera rien. Oui, c'était une chose importante, mais il n'y a pas que l'intelligence non plus. Non, mais Ouais. le fait d'être intelligent vous permet de manipuler les gens. Oui. Je suis venu. Si vous voulez, J'ai vaincu. si vous voulez bien, Jérémy, je vais continuer à parler. Ouais, C'est dommage, vous avez loupé la première partie où les gens, tout le monde peut s'exprimer autour de la En table. fait, ça fait un moment que mon Voilà. père me demande de venir et je suis jamais venu. Oui. Alors, Non, dans non. ce cas-là, viens le lundi soir. Oui, mais c'est bien. Dans la première partie de la soirée, tout le monde peut s'exprimer autour On de peut la plus table. parler le lundi soir. Voilà. Ouais. Mais si vous voulez bien, je voudrais quand même Il faut écouter le chef. hein. avancer dans cet exposé. Oui. Alors, oui, en fait, la notion de lutte pour la reconnaissance, à mon avis, est trompeuse parce que, en fait, beaucoup de gens estiment que on doit absolument jouer des coudes pour se faire reconnaître, que c'est une bagarre générale. Et donc, la lutte pour la reconnaissance part du principe que les gens sont naturellement égoïstes, que je ne risque pas de rencontrer une personne bienveillante, et que si jamais je tombe sur quelqu'un de gentil, je dois me dire méfiance, c'est pas normal. En fait, beaucoup de personnes ne pensent pas du tout qu'ils vont être reconnus spontanément, mais qu'ils vont devoir se battre, s'affirmer, jouer des coudes. Je dirais que certaines personnes n'ont pas le choix. Elles ont vraiment été formatées par cela depuis leur petite enfance. Par exemple, un garçon qui a un père très autoritaire, très cassant, eh bien, c'est difficile pour lui de se comporter d'une autre façon que comme cela. Alors, c'est ce qu'on appelle homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Et si je veux me faire reconnaître, eh bien, je ne dois pas me laisser marcher sur les pieds et je dois faire valoir mes droits tout le temps. Il y a d'ailleurs des sociétés qui sont vraiment basées sur ce type de reconnaissance. La société française en particulier est connue pour les rapports de force. D'autres sociétés sont beaucoup plus basées sur le consensus, sur l'idée que les gens sont faits pour s'entendre. Il n'y a pas de raison que je ne trouve pas une oreille bienveillante, un espace où je vais être reconnu. Pourquoi est-ce que je devrais m'attendre à trouver des ennemis? Et Adam Smith disait, le créateur très sage de la nature a établi l'homme en quelque sorte comme le juge immédiat du genre humain. Adam Smith est persuadé que mon prochain est bienveillant, que la Providence l'a mis sur ma route pour m'aider à être reconnu, d'où l'idée de homo homini deus, l'homme est un dieu pour l'homme. Alors, selon les principes de l'unification, nous partons de cette idée de Octavio Paz. L'amour est la reconnaissance dans la personne aimée de cette capacité d'envol qui est propre aux créatures humaines. Alors évidemment, tant qu'on n'a pas l'expérience de l'amour, eh bien on se sent un individu ordinaire. On n'a pas plus de valeur qu'une autre personne. Surtout dans la foule d'aujourd'hui, vous êtes malmené dans le métro, vous êtes un pion en fait, et personne ne vous reconnaît. Malgré tout, toute personne qui a l'expérience de l'amour sent aussitôt une valeur énorme, ne serait-ce que pour un seul être. Et ça, c'est quelque chose qui est universel. Il suffit qu'une seule personne vous aime pour qu'elle représente le monde entier. Bon, c'est le fameux thème de Titanic. Il y a une foule de personnes sur ce bateau, mais finalement, le héros dit « Je suis le roi du monde ». Parce qu'aux yeux d'une personne... Elle love you. Titanic, il va ressortir en 3D. Il est déjà sorti. Voilà. Faites attention de ne pas trop déranger les autres quand même. Ah oui, vraiment. Oui. Et en fait, lorsque l'amour n'est plus là, lorsque le sortilège, la magie de l'amour a disparu, eh bien, je suis parfois méconnaissable. Je reviens à mon état ordinaire, je me demande si j'ai rêvé, et finalement, ça peut être extrêmement terrible. J'ai perdu mon astre, et je redeviens une personne sans qualité. Ah oui, il y en a qui se suicident. Bien sûr, oui, oui, oui. Parce qu'en fait, la reconnaissance, c'est quelque chose qui fait très profondément partie du cœur humain. Et justement, nous définissons le cœur de cette façon. C'est l'élan irrépressible de chercher la joie en aimant un objet. Donc, nous sommes plus ou moins persuadés que dans ce monde,
il n'y a pas que des peaux de vache. Je vais rencontrer mon alter ego. Si je cherche bien, sur ma route, je vais rencontrer quelqu'un en qui je me reconnais pleinement. Et on va dire que l'apparition de l'objet éveille le sujet, lequel reconnaît et dévoile en l'objet une valeur qui le ravit. Donc il y a cette notion d'apparition soudaine. Soudain, du néant, va surgir quelqu'un en qui vous vous reconnaissez très fortement. Oui ? Pourquoi tu néant? La terre, Parce que la personne que l'on aime, c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas souvent. Elle surgit et d'emblée on se dit... Mais pourquoi du néant? Elle surgit, d'accord, mais pourquoi je l'attends là? Là, je l'attends là. Oui. Tiens, je l'attends là maintenant. Alors du néant dans Du le néant. sens où c'est pas quelqu'un que tu attendais, comme ça tu n'avais pas forcément de rendez-vous. Enfin, je peux fantasmer sur la prochaine personne que je vais rencontrer, on est d'accord. Mais de là à dire qu'elle vient de rien Alors, du tout, excuse-moi si j'ai employé ce terme. Ah, On va en excuse-moi. choisir un autre. excusez-moi. Voilà. Oui. Laurent, ton vocabulaire. Excusez-moi, monsieur. Pas de problème, pas de problème. Et Rainer Maria Rilke disait « L'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de devenir soi-même un monde pour l'amour de l'être aimé. C'est une ambition sans limite qui fait de celui qui aime un élu. » Donc lorsqu'il y a cette apparition de l'objet et cette reconnaissance, la valeur de notre vie devient quasiment infinie. Et c'est ce qui donne tout son sens à l'existence de l'être humain. L'amour est une nouvelle naissance, quelque chose qui nous donne un sentiment de valeur très puissant. Voici ce que dit Francesco Alberoni. Son corps, ses mains et ses yeux parlent d'un infini inconnu. L'amour nous révèle l'infinie richesse de l'autre. L'amour nous révèle l'infinité de possibles dont il est fait, sa totale improbabilité, et donc le miracle de notre rencontre. La révélation de l'amour est un éclair qui fait céder d'un seul coup notre volonté et nous remplit le cœur d'une joie infinie. L'amour est une révélation, la découverte de la valeur d'un tel individu unique qu'on ne peut confondre avec aucun autre. Une valeur que nul n'avait perçue auparavant et qui ne se révèle qu'à des yeux amoureux. C'est tout le thème de la reconnaissance. C'est tellement merveilleux et quasiment impossible. On s'est dit, non mais ça c'est un rêve ça. Ça n'existe que dans les contes de fées. Pourtant, c'est le moteur le plus profond de la vie humaine. Personne ne doute que ça va lui arriver un jour. Nous ne sommes pas uniquement dans un monde de rationalité, mais dans un monde où il est possible de trouver cet amour et cette reconnaissance. Alors, selon les principes de l'unification, l'être humain a une double vocation. Il a la vocation d'abord de reconnaître toutes les merveilles de la création. L'être humain se sent responsable d'apprécier la vérité, la beauté des choses. Il y a la curiosité de l'enfant et de l'adulte. On ne se lasse pas d'apprécier les choses qui nous sont données. Bon, certaines personnes sont indifférentes, mais je pense que la plupart des êtres humains ont un besoin irrépressible de reconnaître, d'apprécier ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai. Et en même temps, on a le désir d'être reconnu par des gens plus hauts que soi, jusqu'à Dieu, si l'on croit en Dieu, ou disons des personnes que l'on respecte. On veut donner de la joie à ceux que nous aimons en incarnant des valeurs reconnues. On essaye soi-même de mener une vie vraie, belle et bonne pour être reconnu. Si vous êtes en présence de quelqu'un qui est plus haut que vous spirituellement, ça vous motive à faire des efforts. Tout à l'heure, on a parlé des milieux où l'on est. C'est vrai que si vous êtes dans un milieu médiocre, bon, vous n'allez pas forcément vous mettre tellement en valeur. Mais vous tombez parfois sur des milieux très élevés. Vous êtes obligé de sortir de vous-même, de jouer le grand jeu, de vraiment donner ce que vous avez de plus profond. Alors maintenant, pourquoi est-on reconnu? Par quels accomplissements? Que dois-je faire de bon pour être reconnu? La reconnaissance est une justification. Ça, c'est un thème de la théologie. Les chrétiens se sont longtemps demandé si on est justifié par sa foi ou par ses œuvres. Et le philosophe Paul Ricoeur disait que l'être humain a 5 pouvoirs ou capacités qui lui valent d'être reconnu de ses semblables. C'est la capacité de dire, d'agir, de faire un récit, ce qu'il appelle l'imputabilité, c'est-à-dire que vous êtes responsable et vous tenez une promesse.
Alors, selon les principes de l'unification, ce tableau de Ricoeur me paraît, moi, un peu vague. C'est un philosophe que j'aime beaucoup, mais là, je sens que ce n'est pas très, très précis. Selon les principes de l'unification, l'être humain cherche à être quelqu'un, et pas simplement à dire. C'est bien de dire de belles choses, mais il faut surtout les vivre, incarner la parole. On a tous des convictions, que ce soit religieuses ou idéologiques. Il ne suffit pas de les dire, il s'agit vraiment d'être ce que l'on dit, d'être quelqu'un de bien et de se reconnaître soi-même. Imaginons qu'une personne soit reconnue socialement, mais n'arrive pas à s'aimer elle-même. Eh bien, finalement, sa vie n'a pas plus de valeur que cela. Il y a de nombreux exemples de gens qui sont admirés, mais qui eux-mêmes ne se reconnaissent pas et ne s'aiment pas. Alors, ensuite, il y a le fait d'arriver à aimer les autres. Pardon, là, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eu le temps de corriger. Et le savoir-faire. C'est vrai que dans la société actuelle, on est surtout reconnu par son savoir-faire, par ses compétences, par les diplômes que l'on a. Mais en réalité, ce qui nous vaut d'être reconnu, c'est d'abord ce que nous sommes. La qualité intérieure, je dirais individuelle, et ensuite la qualité des relations. Quand on voit par exemple les hommes politiques qui deviennent présidents, bon, les gens voient d'abord le parcours de la personne, quelles études elle a faites, en gros sa personnalité. Ensuite on réexamine tout son milieu familial. Récemment, on a découvert un petit peu de quel milieu venaient les deux candidats. Qu'est-ce qui les a amenés là? On a vu par exemple le président élu parler de ses parents, de sa famille, de tous les gens qui l'ont amené là en fait. Alors, donc c'est les trois grands buts de la vie, être, aimer et créer quelque chose, bâtir une œuvre. Et je dirais qu'on ne peut pas passer outre ces trois buts. C'est vraiment quelque chose qui est universel, qui est commun à tous les êtres humains, quelle que soit leur culture. Je voudrais parler justement de la reconnaissance amoureuse, parce que c'est finalement le point le plus important, dont Hegel avait énormément parlé justement. Et Axel Honneth, dont je vous parlais tout à l'heure, il dit que la première reconnaissance, c'est la reconnaissance affective ou amoureuse. Relisons ce très beau poème de Gabriel Cousin sur la reconnaissance dans l'amour nuptial. Au détour d'un beau jardin, elle accourut parmi les fleurs et les plantes méditerranéennes, aussi radieuses que la lumière, belle à en avoir le vertige, jeune à douter de son âge. Nous nous reconnûmes comme après une longue absence de plusieurs siècles, et nous fûmes en accord pour une nouvelle première fois. C'est un langage un peu magique. Comment il peut dire de cette personne se reconnaître après une absence de plusieurs siècles? C'est pas logique en fait. Mais en réalité, pour quiconque a aimé son conjoint, ça a beaucoup de sens. Et voici que soudain, elle était là, tout était prêt. L'amour se dégageait de nous comme une statue invisible, emplissant l'espace de la musique de ses formes, du parfum de sa vie, du pouvoir de sa signification. Voici que tout était simple. La joie grande comme la lune, ardente comme le soleil, scintillante comme les étoiles, vaste comme le ciel. Et cela courait en nous, nous dressait face à face, l'un dans l'autre. L'heure sonnait dans nos cœurs. L'unité allait nous faire appareiller vers la région connue mais inexplorée du couple. Donc chaque être humain s'attend à rencontrer ce genre de personnes. Et c'est ce qui donne en fait un sens et une valeur à notre vie. Sur le plan professionnel, si vous vous intéressez à tous ce qu'on appelle la reconnaissance sur le plan professionnel, vous avez énormément de sites. Par exemple, ça c'est un site internet sur la reconnaissance professionnelle au Canada, les processus de reconnaissance et de validation des diplômes. Ensuite, qui est reconnu et qu'est-ce qui est reconnu? Qui dois-je devenir pour être reconnu et quelles qualités seront reconnues en moi? Alors, finalement, quand on est dans une logique de lutte pour la reconnaissance, beaucoup de gens essayent d'être une grande gueule. Beaucoup de personnes essayent de tenir des discours tonitruants, de jouer à celui qui sait tout.
Beaucoup de gens aussi se font des porte-paroles de différentes causes. Ils parlent au nom de telle idéologie, de tel groupe, hein, parce que ça donne une apparence d'être. Hein. Vous vous réclamez de telle grande cause, vous citez tel philosophe, bon, on se dit, ouais, ça doit être quelqu'un de bien. Hein. Et il y a aussi beaucoup de beaux parleurs. Hein. Or, en réalité, ça, c'est une façade. Hein. En réalité, on essaye, chacun d'entre nous, de devenir un sage, hein, de trouver au plus profond de nous-mêmes une autorité qui parle d'elle-même, une présence. Hein. Et donc, ce que l'on doit cultiver, c'est la conscience, le cœur, la maîtrise de soi et la cohérence. Hein. Concernant le deuxième but, les principes d'unification disent que le sommet de la vie affective est de devenir un parent. Hein. Beaucoup de gens sont capables d'être amis, d'avoir énormément d'amis, hein, mais l'art d'être parent, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie affective d'un être humain. Oui ? Je voudrais savoir un truc qui me titille depuis pas mal de temps. Oui. Depuis que je suis tout jeune, c'est pourquoi on fait des différences entre les petites filles et les petits garçons. Ah. Les petits garçons ont le droit de mettre des boucles d'oreilles. Les petits garçons ont le droit de faire pipi où ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Les petits garçons sont leurs petits trucs à leur maman. T'as jamais vu une petite Non, fille non. pisser dans la Une main? petite fille, on la touche pas, on lui met pas de claque, même si elle te fout le bordel, elle finit de cuire l'écran plasma avec le vire, tu lui fais rien. Par contre, le fils. C'est pas toujours le cas. C'est pas Non, mais toujours le le cas. fils doit être un homme plus tard, donc il va devenir un homme en prenant des coups. Ça Enfin, il y a des trucs qui sont normaux Bah, comme ça- qui ne sont pas. Alors, Ça- ça, c'est ton exemple propre, éventuellement, mais c'est pas l'exemple de Oui. tout le monde. Il y a par exemple... Je veux dire un truc, pas exagérer. un père, c'est capable de serrer le poing contre son fils, alors que contre sa sœur ou contre sa fille à lui, elle fait la même chose, il le fera jamais. Ça dépend des cas. Ça dépend. Ah, Jérémy, tu sais, j'ai entendu Je suis parler... peut-être pas d'accord, mais. Oui, tu sais, par exemple, j'ai vu des reportages, peut-être notre amie japonaise nous en parlera. Juste les boucles d'oreilles. Voilà, on parle juste des boucles d'oreilles et on parle pas de plus. Enchanté, merci beaucoup. Ah, vous devez repartir. Oui, merci d'être venu. Oui. Tu sais, par exemple, au Japon, une des remarques qui est souvent faite, c'est Il y que... a pas de couche là-bas. Attends, une seconde. Les enfants ils pissent toujours, ils ont l'amour pas Ça, c'est une autre culture, hein, c'est sûr. Tu sais, au Japon, par exemple, on dit que les mamans gâtent énormément leur fils. Et j'ai entendu la même chose dans beaucoup de familles maghrébines. Donc il ne faut pas généraliser, je pense Non, pas. pas généraliser, mais on fait Oui. une différence au jour d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps, entre les filles et les garçons, alors qu'on est la même chose. On n'est pas non plus identiques. On a un cerveau différent, d'accord, on est physiologiquement différents, mais on est la race humaine. Mais tu sais que c'est important. Chaque homme veut être reconnu dans sa virilité, chaque femme dans sa féminité. Donc la société qui ne ferait plus... Je suis pas dans ce délire, moi je me prends pas comme un coq, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis Non, tu as raison. un être humain comme la dame qui est là, vous voyez ce que je veux dire? J'ai Mais autant on est d'émotions d'accord, que elle. on parle de la même chose. Moi je dois la Jérémy. flatter plus qu'autre chose, c'est Mais tout. ça Jérémy, on parle de la même chose. Voilà. Hein? Voilà. Oui. En tout cas, le chemin pour devenir parent est complexe. Hein. Et ça passe justement par le fait d'avoir bien réussi comme un fils ou une fille, un frère ou une sœur, un époux et une épouse. Hein. Dans le monde actuel, justement, énormément de personnes ont les plus grandes difficultés à être reconnus comme époux et épouse et comme parents. C'est même devenu jugé quasi mission impossible. L'idée de réussir sa vie affective, bon, statistiquement, nous vivons dans des sociétés de divorce où très peu de personnes ont l'espoir d'être vraiment reconnus pour la vie par leur partenaire. Beaucoup de gens se disent, je vais être reconnu pendant un certain temps et ça ne va pas durer. Je vais porter une alliance pendant quelques années. Je l'enlève. Voilà, exactement. Oui. Fais chier. Alors, pareil pour le troisième but, il ne s'agit pas d'être un faiseur et un touche-à-tout, hein, mais on doit arriver à être un créateur. On est reconnu par sa créativité, son travail et ses compétences. Et là, il n'y a pas de substitut à ses qualités. Et il y en a beaucoup d'autres, en fait. Alors, comment vient la reconnaissance? Bon, beaucoup de gens mettent l'accent sur les choses extérieures, et je dis pas que ce n'est pas important. Il faut des diplômes, il faut des relations, il faut de l'argent. Hein. Mais les réponses intérieures, c'est cette fameuse interaction entre le sujet et l'objet dont j'ai parlé. Même si vous avez des relations, vous n'allez pas forcément les exploiter. Il y a par exemple dans la politique, il y a des gens qui ont des mentors, ils ont côtoyé un tel, j'ai bien connu un tel du temps de sa splendeur,
mais ils n'ont jamais créé de relations intimes. Ils ont côtoyé les personnes, ils ont participé à des réunions, mais ils n'ont pas hérité la qualité. Ce sont donc des faux disciples. Ils se réclament de tels personnages, ils le singent même éventuellement, mais ils sont loin d'avoir hérité la substance de la personne qu'ils aimaient. Ce qui compte, c'est donc pas les relations. C'est vraiment ce que vous vivez avec les gens en profondeur. Pas le nombre d'heures passées avec elles, combien de fois elles vous ont tapé dans le dos, mais la qualité de la relation. Donc finalement, on est reconnu essentiellement et avant tout par l'amour vrai, et j'ajouterais en accomplissant sa part de responsabilité. C'est là que la notion de Ricoeur est intéressante. Il a tout à fait raison de parler de l'imputabilité et de tenir sa promesse. En fait, ce qui fait qu'on a accompli les buts de la vie, c'est qu'on a suivi toutes les étapes sans faillir. On est allé jusqu'au bout du chemin. Il y a des personnes qui ont de grandes qualités, mais elles ne vont pas jusqu'au bout. Par exemple, je pense que tous les présidents, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, peu importe, ont droit à notre respect. Parce que pour en arriver là, il faut se battre comme un chien, en fait. C'est un job, on peut dire exaltant dans un sens, c'est beaucoup d'honneur, mais c'est aussi énormément de souffrance. Ouais, mais le but, c'est de convaincre l'autre. Non, c'est d'abord d'aimer son pays. C'est un peu ça, il faut une guerre pour se convaincre. Non, c'est une bataille justement pour tenir le coup. Il y a des gens qui à la longue, ils en ont marre de passer par les élections, marre de passer par tous ces délires. C'est d'accord l'imputabilité. C'est le fait que tu rendes compte de tes actes. D'accord. Alors, où se fait la reconnaissance? Bon, pour chacun d'entre nous, c'est important de ne pas passer à côté et de trouver sa place. Certains d'entre vous êtes étudiants et vous souhaitez vraiment passer par les bonnes filières. Dites, si je veux être reconnu un jour, je n'ai pas intérêt à me planter. Il faut que j'aille vraiment aux bonnes adresses, que je sois dans des pays où ça vaut le coup d'aller étudier, ce genre de choses. Et puis, il faut arriver à trouver sa place. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le bon endroit que vous allez forcément vous y trouver. Alors, je dirais que pour le premier but, sur le plan géographique, on doit être reconnu pour sa profondeur. Et la reconnaissance se fait avant tout en soi. Une personne qui a été partout dans le monde, mais qui n'a pas été profondément en soi-même, qui n'a pas été reconnu par ce qu'il a de plus intime en lui. On a chacun ses démons. On a des fautes à se reprocher. Une personne qui ne trouve pas la paix en soi, qui ne s'accepte pas profondément, ne sera jamais fondamentalement reconnue. Donc, on doit aussi aller jusqu'au bout de sa tradition spirituelle ou philosophique. On ne peut pas être vague dans la vie, avoir quelques vagues croyances, un petit catéchisme comme ça. On doit avoir des convictions très très fortes. Ensuite, on est reconnu pour sa largeur, c'est-à-dire combien on a été reconnu dans sa famille, plus tard dans sa société, dans sa nation et dans le monde. Les gens ont plus ou moins de largeur. Une personne qui a déjà vécu pour son village ou sa ville, c'est déjà énorme. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas l'espoir d'être reconnues par plus d'une dizaine de personnes. Mais imaginez quelqu'un qui a été maire d'une petite ville pendant 30 ans. Le souvenir qu'il laisse. Pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Il y a beaucoup de petits villages en France. Finalement, c'est des héros inconnus. On parle tout le temps du président, tout ça. Mais c'est facile dans une petite ville aussi. C'est très difficile. Pareil, C'est des gens qui ont très peu de salaire. Le moindre pépin sur leur commune, c'est eux qui payent. Et c'est très très ingrat d'être maire d'un village. En fait, c'est ces gens-là qui font la politique au jour le jour. Tout le monde vient les voir, leur demande des conseils, etc. Donc c'est un travail très difficile. Et finalement, on est reconnu pour sa hauteur. Alors, ça peut être dans l'entreprise, dans l'atelier, si on est artiste, dans les musées, si on est exposé, dans les théâtres, les salles de spectacle, les stades, si on fait du sport, et dans la nature, pour les gens qui créent des choses en pleine nature. Alors, on doit aller vers une reconnaissance globale ou unifiée. Une fois, j'avais parlé de Bruno Cucinelli, c'est un grand créateur de cachemire en Italie. C'est quelqu'un qui a un projet de qualité où il implique sa famille, ses ouvriers et le cadre dans lequel il travaille. Solomeo, c'est là que ma femme Federica est née. Ce lieu était abandonné depuis 20 ans lorsque j'ai décidé de le transformer en village-fabrique.
J'ai pensé que je pouvais embellir le monde tout en respectant une certaine éthique. C'est aussi la meilleure carte de visite pour mes produits. Lorsqu'un client visite Solomeo, il comprend qu'il n'achète pas simplement un pull-over ou une veste en cachemire, mais une histoire, une culture, une dignité dans le travail. Donc c'est une personne qui vend des pull-overs de très grande qualité, et il veut être reconnu pas simplement pour la qualité des produits, mais pour la façon dont ils sont faits, pour la dignité des ouvriers qui travaillent chez lui. Je vais expliquer que lui, il paye ses employés 20% plus cher que le marché italien du textile. Il leur offre un cadre magnifique. C'est pas une usine vraiment dans une grande ville polluée. C'est un cadre magnifique, vraiment noble, où on a plaisir à travailler. Alors, quand se fait le passage, et je reviens à la question de Jérémie, alors justement d'un point de vue religieux, dès la naissance, la reconnaissance se joue. Aujourd'hui, nous sommes dans une société très déchristianisée. Mais jadis, celui qui n'était pas baptisé, c'est une personne qui est d'emblée illégitime. Il vient d'où celui-là? Donc, mais c'est une question qui se pose. Dans toutes les traditions religieuses, on ne naît pas comme un animal. On n'est pas simplement jeté dans le monde. Il y a des rites pour vous accueillir dans la vie, pour que vous soyez reconnu, pas simplement par l'état civil, en allant voir chez le maire, un tel né à telle époque. Tous les êtres humains se disent que la vie est sacrée. Quand même, un bébé, c'est pas quelque chose qui s'accueille comme ça. Il doit y avoir de la reconnaissance. Et avant, il y avait pour les catholiques le rite de la première communion, il y a la bar mitzvah pour les juifs. À l'adolescence, il y a dans toutes les cultures des rites de passage, qui fait qu'on accueille les gens dans la société adulte. Le mariage est l'un des plus grands moments de reconnaissance de notre vie. C'est comme un sacre. Ce jour-là, vous êtes vraiment reconnu par la parenté, par beaucoup de gens. C'est comme une nouvelle naissance. Et pendant notre jeunesse, c'est là que nous accomplissons le premier but de la vie, et dans la maturité, les deux autres buts, aimer et créer. Dans le temps de la vieillesse, l'être humain continue à être reconnu, et il réfléchit. Peu avant sa mort, ma femme me disait souvent qu'elle ne sert plus à rien, parce qu'elle était trop malade. Alors elle me dit, je ne peux plus rien faire, je ne peux même pas servir qui que ce soit à la maison. Quelle est ma valeur? Je dis, mais en fait, tu as toujours la même valeur, que tu sois très malade ou pas du tout, ça ne change rien. Ça n'a rien à voir. Mais pour beaucoup d'êtres humains, c'est pas évident quand ils ne peuvent plus rien faire du tout. Donc au contraire, moi-même, quand je voyais que mon épouse approchait de la mort, je voyais au contraire de plus en plus sa valeur. Alors justement, il y a ce qu'on appelle l'éloge funèbre. Qu'est-ce qu'il reste de la vie d'une personne? Finalement, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'elle est partie? Ça, c'était le jour de l'enterrement de ma femme, il y a quelques mois. Et on m'a demandé de dire quelques mots à la fin, de récapituler sa vie. Et depuis qu'elle est partie, eh bien, je ne cesse de la reconnaître. Et les trois choses que je lui dis le plus souvent, c'est d'abord, je lui dis qu'elle est très belle. Mais ce n'est pas seulement physique. Je trouve que son visage est vraiment très très beau. Et je suis persuadé qu'elle a retrouvé les traits de sa jeunesse. Je n'ai pas de doute qu'elle est redevenue ce qu'elle était, le maximum de sa beauté sur Terre. J'ai vraiment cette conviction profonde. Je pense que pour n'importe quel être humain, la beauté est importante. Pour une femme comme pour un homme. La beauté reflète beaucoup de choses. Et pour moi, le fait de dire à ma femme qu'elle est très belle, ça a une signification très très profonde. La deuxième chose que je lui dis souvent, je lui dis que je suis fier de toi. Ma femme était une personne hyper ordinaire. Elle était employée, elle travaillait au SMIG. C'était une toute petite personne. Quand elle est partie, elle n'a rien laissé à la maison pratiquement. Quelques vêtements, quelques bijoux, mais très peu d'économie. Si vous saviez ce qu'elle a laissé, c'est vraiment rien. Un tout petit paquet, quoi. Sa vie n'a pas laissé de traces sur Terre pratiquement. C'est une personne vraiment modeste. Elle a quitté le Japon, elle a vécu en France incognito. Personne n'a jamais connu ce qu'elle a fait. Mais pour moi, c'est une géante. Quand je vois son cœur, son esprit... esprit... Tu gardes encore sa reconnaissance. Pardon ? Tu gardes autant de reconnaissance que quand elle était vivante. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Oui, oui. Et donc, même si ma femme n'était rien du tout sur le plan social, tous les jours, je dis que pour moi, elle était une géante.
C'est une grande âme qui était là et qui est toujours là en fait. Que sa vie continue d'éclairer moi-même et beaucoup de personnes. Et la dernière chose que je lui dis, chaque fois que je pense à elle, en fait je pense à elle tout le temps, je lui dis, tu me rappelles tout ce qui fait que Dieu est Dieu et que je suis ce que je suis. Parce que ma connaissance de Dieu vient essentiellement de ma relation avec ma femme. Dieu, c'est l'être le plus grand qui soit. Mais je ne connais pas grand-chose de Dieu, si ce n'est à travers mon épouse. Tout ce que j'ai appris de Dieu, je l'ai appris à travers elle essentiellement. C'est pour ça que pour moi, elle a une valeur quasiment divine. Je n'imagine pas pouvoir m'adresser à mon Créateur sans penser très profondément au lien avec mon épouse. Voilà quelques mots que je voulais partager avec vous ce soir. Merci. Voilà.